mais on n'a pas de facilité quand on veut entreprendre dans notre pays. Ok, Donc, du coup, on paye plein pot. on paye plein pot. Moi, en côtoyant des Arabes, c'est avec eux que j'ai appris le business sur certaines choses. Donc, ça, c'est une grande force qu'on a en France. Il faut s'en rendre compte aussi, c'est que le fait d'être avec différentes communautés, on peut apprendre de beaucoup. Mon père et ma mère, déjà, Ouais. j'ai le meilleur exemple, je pense. Mais est-ce que, si tu trouves pas ça, qu'est-ce que tu penses du silence du Congo-Brazza face à la guerre de Goma? Un port comme le port de Pointe-Noire, beaucoup ne savent pas, mais c'est le port le plus grand d'Afrique centrale. Diaspora, c'est ce qu'on est, une diaspora jeune. Totalement. Quand on sait d'où on vient, on sait où on va. Donc moi, ça, c'est cette ligne directive-là que j'essaye de mener. Du coup, comme je te disais, le fait de grandir en France, on s'en rend pas compte à quel point c'est une force parce qu'on côtoie des gens de différents horizons, que ça peut être du Maghreb, ça peut être des Antillais, ça peut être des Asiatiques. Je suis totalement d'accord avec toi. Pour une personne qui veut se lancer, quels sont les secteurs que tu peux conseiller? Tu avais défendu en tout cas, tu avais soutenu, hein, on va dire que tu avais soutenu la RDC face à la guerre qui s'oppose entre la RDC et le Rwanda. Pourquoi en fait pourquoi tu l'as fait en tant que Congolais de Brazzaville, pourquoi tu l'as fait? Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Zone Bleue. Aujourd'hui, c'est moi toute seule qui vous accompagne durant toute cette émission. Je reçois une personne qui vous motive, qui vous encourage également, qui vous pousse aussi à aller plus loin, on va dire. Je ne sais pas si j'utilise les bons mots, tu me diras. Ça va, ça va. Donc, je vais le laisser se présenter. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous, moi c'est Bantou Pirate, communément appelé Bantou Vision. Je suis créateur de contenu, entrepreneur. Je suis beaucoup sur la plateforme TikTok. Ça va faire 1 an et demi que j'y suis. Je suis suivi par 30 000 personnes. J'encourage les gens, comme tu disais, à l'entrepreneuriat et au développement de l'Afrique. Ok, très bien. D'où est venue cette envie-là, tout l'engouement? Parce que je vois que c'est quand même quelque chose qui te porte énormément à cœur. Moi, à la base, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi, on va dire, dans l'éducation de mon père. Moi, mon père, on est né en France, on a grandi ici, mais mon père, il nous a toujours transmis l'amour du pays, l'amour de sa patrie, donc on repartait souvent. J'ai toujours eu un bon lien avec mes racines. Ok, donc en fait, on peut dire que c'est grâce à ton père. On va dire qu'aujourd'hui, t'as un engagement, ton engagement est aussi poussé, en tout cas pour toutes les valeurs africaines, ou tu restes vraiment que au Congo? Bon, moi, ce qui m'intéresse, on va dire, c'est l'Afrique dans sa globalité. Après, particulièrement l'Afrique centrale, parce que c'est où sont mes racines. Plus précisément, le Congo, comme tu as dit. Donc, voilà, c'est le premier rapport avec l'Afrique que j'ai eu. C'était au Congo. Donc, principalement, moi, mes origines, je suis 100% de la République du Congo, dit Brazzaville. Donc, principalement, c'est vers là que c'est tourné. Ok, d'accord. Comment ton père a fait pour t'inculquer ces valeurs-là? Est-ce que c'est par la nourriture? Est-ce que c'est par la musique? Parce que je sais qu'on est quand même connu pour la musique. Est-ce que c'est par la sape aussi? Parce qu'on est connu aussi pour toutes ces choses-là. C'est un tout, on va dire. Déjà, la musique, beaucoup de musique, que ça soit de musique chrétienne de chez nous, que ça soit ce qu'on appelle des musiques du monde. Nous, on a vraiment grandi avec ça. Et aussi, une chose que mon père a fait, pour laquelle je le remercie beaucoup, c'est qu'on faisait beaucoup de voyages au Congo. Ça veut dire, j'y allais tous les 2 ans. Et c'est ça qui m'a rapproché. Et quand j'étais plus jeune, je restais là-bas tout l'été. Donc, je faisais juillet, août. 2 mois pleins? 2 mois pleins. Il n'y avait pas de pitié. C'était 2 mois pleins. Donc, franchement, c'était cool. On va dire, le premier mois, je m'éclatais toujours. Après, sur le deuxième mois, je m'ennuyais un peu. Mais c'est ça aussi qui m'a donné l'amour de la patrie, qui m'a donné l'amour de l'Afrique. C'est d'y aller souvent. Ok, en tant que Congolais, je sais qu'on a grandi en France. Hein. Pourquoi en fait, j'ai l'impression que nous, les enfants d'immigrés congolais, on va pas beaucoup dans notre pays. Et là, bizarrement, tu me sers un autre discours. Comment ça se fait?
Moi, en parlant particulièrement du Congo, de la République du Congo, je pense que c'est les guerres. Parce qu'il y a eu pas mal de guerres, comme tu sais, des guerres civiles qui ont marqué beaucoup de gens. Et je pense que certains parents, en fait, ils sont arrivés en France avec un certain traumatisme. Ça veut dire que quand ils sont arrivés, ils ont fui quelque chose qui sombrait dans le chaos. Et ils sont arrivés vers ce qu'on appelait l'Eldorado européen. Donc je pense qu'il y a certains parents qui sont partis pour ne plus jamais revenir. Moi, c'est là où ça change un peu avec mon histoire familiale. Moi, c'est que mon père, de base, lui, il a quitté le Congo pour ses études et il était revenu vivre au pays. Donc c'est-à-dire que moi et ma famille, on a vécu au Congo pendant 3-4 ans. Il y a la guerre qui a éclaté. Mon père, il était en stage en Europe. Donc, moi et ma mère, on est restés bloqués là-bas et ils ont dû faire le nécessaire pour qu'on puisse être rapatriés pour rejoindre mon père. Donc, je pense que c'est cette histoire-là, moi, particulièrement, qui va jouer sur le fait que j'ai eu cet amour du pays. Ok, d'accord. Super. Très belle histoire, en tout cas. C'est vrai que moi, la réponse, c'est vrai que je m'attendais à ce que tu puisses me dire, oui, mais les billets sont plus chers que le Mali, les billets sont plus chers que le Sénégal. Pour moi, le prix justifie pas tout. Certes, les billets sont chers, mais là, on est dans une ère, comme on parle des jeunes. Aujourd'hui, tu peux payer un billet d'avion 4 fois, tu peux payer un billet d'avion 10 fois. Il y en a parfois qui se ruinent pour aller à Marrakech, pour aller à Marbella, à Los Angeles. Donc moi, je pense que, voilà, comme je vous disais, au départ, j'y allais souvent plus jeune avec mes parents. En 2010, j'y suis allé pour la dernière fois avec mes parents et j'ai fait 10 ans sans y aller. Mais 10 ans après, quand j'ai voulu repartir sur la terre de mes ancêtres, c'est moi-même qui ai tout géré de A à Z, mon billet d'avion, mon budget sur place, etc. Et le prix, personnellement, m'a pas freiné. Après, c'est vrai que c'est cher, mais je pense qu'on peut toujours s'organiser. Ok, d'accord. Quand je te suis sur les réseaux sociaux, donc du coup, je vois un petit peu comment tu amènes je sais pas si je veux dire ton combat ou ton engagement, parce que je pense que je vois aussi les commentaires, etc. Donc je pense qu'à la fin, ça s'est transformé vraiment en combat, limite des fois. Des fois, j'ai l'impression que c'est sur le ring et tout. Comment, en tout cas, tu as fait pour passer du côté très ludique, c'est mon pays, c'est beau, mais au côté historique. Parce que c'est très historique quand même des fois sur tes réseaux sociaux, parce que tu nous sors des cartes que je n'ai jamais vues. Enfin, ouais. C'est très historique. Comment on a fait pour faire cette passerelle-là? C'est ça, totalement. Bon, moi, en tant qu'Africain qui est né et a grandi en France, la première chose qui m'a heurté mon cerveau, où j'arrivais pas à comprendre, c'est comment, en fait, à l'école, en cours d'histoire géo, on nous amène l'histoire de l'Afrique. C'est-à-dire que moi, au bout d'un moment, en fait, je me suis posé la question, avant que la colonisation, et la traite négrière, elle arrive chez nous, comment on vivait, qu'est-ce qu'on avait, comment on était organisé. Moi, je sais pas, à un moment donné, cette question-là, elle m'est heurtée, elle m'est passée en tête. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, attends, parce qu'on avait tellement une image négative en fait de nos ancêtres, qu'on a tellement diabolisé, que certains, on pensait que voilà, ils avaient une feuille en termes, comme dans Kirikou, quoi, qu'ils étaient dans la nature, ils avaient rien du tout. Et c'est là où j'ai eu cette soif en fait de connaissances. Et en fait, en développant ma communauté sur TikTok, j'ai senti qu'il y a beaucoup de gens qui étaient comme moi auparavant, qui ne connaissaient pas leur histoire. Et c'est pour ça que, à travers des vidéos courtes, parfois, j'hésite pas à balancer des faits historiques. Je sais que des fois, il y en a qui sont choqués, comme des cartes que je vais sortir, ou etc. Mais je pense que c'est pour la bonne cause, parce que ça amène à la réflexion. Et je pense, en tant qu'une diaspora, c'est ce qu'on est, une diaspora jeune. Quand on sait d'où on vient, on sait où on va. Donc moi, ça, c'est cette ligne directive-là que j'essaye de mener. Ok. J'ai vu aussi que, on va rester sur tes réseaux, hein, parce que je les ai un petit peu décortiqués, je pense que tu t'as bien fait ton taf. En fait, j'ai vu aussi que tu avais défendu, en tout cas, tu avais soutenu, on va dire que tu avais soutenu la RDC face à la guerre qui s'oppose entre la RDC et le Rwanda. Pourquoi en fait pourquoi tu l'as fait en tant que Congolais de Brazzaville, pourquoi tu l'as fait? Pourquoi je l'ai fait? C'est tout à fait naturellement que je l'ai fait, dans le sens que faut savoir que les guerres qu'il y a eu chez nous à l'époque, quand on était en guerre, il y a beaucoup de familles de chez nous qui ont été réfugiées en RDC. Et déjà, de par mon histoire familiale,
Nous, on a des mélanges, pas moi, mais j'ai des cousins, j'ai des neveux, j'ai des nièces qui sont aussi de la RDC. Et c'est vrai que nous, dans la diaspora, en France, quand on grandit, on sait qu'il y a 2 Congos, mais c'est vrai qu'entre nous, moi avec mes amis, que ce soit de la RDC ou que ce soit du Congo-Brazzaville, on mettait pas cette différence-là parce que on a quand même une base qui, je trouve, qui est très similaire, même s'il y en a qui vont pas être d'accord avec ce que je dis, mais c'est vrai qu'il y a quand même des ressemblances. Et c'est aussi les 2 capitales les plus proches du monde. Moi, quand je suis à Brazzaville, je vais au bord du fleuve, j'admire Kinshasa, j'ai déjà traversé pour aller voir Kinshasa de près. Et voilà, moi, je suis pas un Africain qui se définit forcément par rapport aux frontières qu'on nous a imposées. Là, je vais aller un peu plus loin dans ma réflexion. C'est que voilà, nos ancêtres, à l'origine, ils se définissaient par leur ethnie. Donc, c'est dire que c'est quelque chose chez moi qui est important. Et j'estime être concerné par ce qui se passe en RDC, même si c'est à des milliers de kilomètres de Brazzaville. Mais c'est le pays voisin. Et s'ils sont victimes d'une agression, je ne peux pas rester les yeux fermés. Pour moi, ça paraît logique. D'accord. Moi, je me permets de parler parce que je pense que tu sais que je suis mélangée, du coup. Oui. Donc, j'ai vécu, en fait, j'ai grandi avec la petite guéguerre du Congo-Brazza, de Congo-Kinshasa. Mais comment tu expliques ça? Tu as dit qu'on a quand même des liens qui sont assez forts. Il y a beaucoup de choses qui nous unissent, mais il y a aussi beaucoup de choses qui nous divisent. Comment tu peux expliquer, toi aujourd'hui, en tant qu'influenceur, comment tu peux expliquer cette discorde qui est quand même, c'est quand même une discorde qui est assez forte quand même? Bon, moi, je pense que déjà, les Congolais en général, que ce soit de la RDC ou que ce soit de Brazzaville, on aime bien se titiller. On aime bien se charrier, tout ça. On a ça en nous, je dirais. Maintenant, moi, je vais essayer de décortiquer un peu cette rivalité ou ce qu'on peut entendre sur les réseaux, ce qu'on peut voir. Moi, je trouve quand même qu'en grandissant, quand moi j'étais avec mes cousins qui sont de la RDC, nous, franchement, on mettait pas de différence. Après, peut-être que toi, comme t'es des 2, t'as senti que des fois on te titillait. C'est vrai qu'il peut y avoir des titillages, mais je trouve qu'à l'époque, c'était très bon enfant. Je trouve, personnellement, que quand on était plus jeune, c'était très très bon enfant. On pouvait se taquiner comme les Français se taquinent avec les Belges ou les Français avec les Suisses, etc. Mais je trouve que maintenant, selon certaines personnes, ça devient un peu, je dirais, nauséabond. Genre, ça sent mauvais. Genre, c'est pas en titi, mais dans le mauvais. Et ça, c'est quelque chose que je déteste. Franchement, moi, je suis quelqu'un bon délire. J'aime bien rigoler, j'aime bien taquiner, etc. Mais quand ça devient trop personnel ou limite discriminatoire, là, ça me plaît plus, tu vois. Non, je te vois te bagarrer dans les commentaires avec hargne. Je te vois commenter. Je vois que ton discours que tu. Je vois ton discours et tout. Je vois que tu lâches pas et tout. Donc ça, je pense que je peux le témoigner et même ceux qui te suivent, en tout cas, peuvent le témoigner. Derrière, du coup, quand tu parles de ça, je sens qu'il y a quand même des liens parce que mon père et ma mère, déjà, j'ai le meilleur exemple, je pense. Mais est-ce que si tu trouves pas ça, qu'est-ce que tu penses du silence du Congo-Brazza face à la guerre de Goma? Après, ça dépend si on entend par silence du peuple ou du gouvernement, parce que le peuple, pour moi, je vois beaucoup qui soutiennent, comme moi, ou qui relayent les informations. Après, au niveau du gouvernement, je pense que c'est un peu plus complexe que ça, parce que malheureusement, on sait que parfois les politiques servent des intérêts qui sont contraires aux intérêts du peuple. Donc c'est très technique, mais c'est pour revenir, voilà, c'est très profond. Donc ça veut dire, je pense qu'aujourd'hui, le président de la République du Congo n'a pas forcément les mêmes intérêts que le peuple congolais. D'accord, très bien. Donc en fait, toi, tu penses que c'est quelque chose qui est très gouvernemental. Au niveau du soutien, au niveau du conflit, des positions affichées par la République du Congo, oui, moi je pense que c'est très gouvernemental. Après, je pense que dans sa globalité, le peuple soutient la RDC. Après, bon, ce que je te disais, il y a beaucoup de titillage. Donc parfois, il y a des gens qui n'ont pas la jugeote, qui sont pas justes, comme on va dire au pays, qui voient pas plus loin que le bout de leur nez. Donc quelqu'un, il va avoir un commentaire négatif, il va répondre par un commentaire négatif. Et c'est ce que moi, j'évite de faire. Quand justement tu me dis que des fois je réponds avec hargne et tout, mais moi j'essaie de répondre à un commentaire par quelque chose de constructif.
Non, tu peux répondre. Je pense en tout cas, tu réponds avec art, mais c'est toujours très constructif, c'est toujours très bienveillant. Bon, des fois, c'est un peu ironique, mais bon. Oui, voilà. Ça, c'est... C'est jamais, en fait, c'est jamais super méchant, etc. Non, je suis pas non, dans pas ça. du tout. C'est très, et je dirais même que c'est très pédagogue parfois, c'est très éducatif. J'ai vu aussi que tu étais papa d'un petit garçon. Oui. Comment tu fais pour lui inculquer toutes ces valeurs panafricaines? Je sais pas si je peux me permettre d'utiliser ce mot. Oui, tu ce peux, mot. tu peux. Comment tu fais pour lui inculquer ces valeurs-là? Bah, déjà, il mange la nourriture de chez nous depuis petit. Là, il a 4 ans, il mange. J'avoue, je lui parle pas beaucoup en Kituba, parce que moi, c'est plus Kituba qu'on parle à la maison qu'au Kikongo. Mais il connaît quelques mots. Ma mère aussi, elle lui apprend. Je lui ai mis beaucoup de comptines africaines. Hein. Mhm. Donc, en fait, voilà, j'essaie de l'intéresser quelque part à sa culture. Après, je pense que tout de suite, il est un peu jeune encore pour vraiment lui parler de certaines choses. Mais je pense que plus le temps va passer, j'aimerais qu'il se construise avec une bonne image de qui il est et de qui étaient ses ancêtres. Pas qu'il se construise qu'avec l'image de l'école, en fait. Parce que l'image de l'école, parfois, elle reflète pas vraiment la vérité. Elle peut être biaisée, je pense. Elle peut être biaisée. Comme on dit, c'est les vainqueurs qui écrivent les livres. Donc, du coup, voilà quoi. D'accord. Dans ta quête, on va dire dans ta quête, hein, je vais vraiment dire dans ta quête, qu'est-ce qui t'a le plus choqué positivement et négativement? Sur les réseaux sociaux principalement, moi ce qui m'a choqué sur TikTok, on va parler de la communauté congolaise, hein, que ça soit des deux Congos, c'est que, exemple, je poste une vidéo pour des dons dans un orphelinat que j'organisais avec ma mère. La vidéo, elle va pas beaucoup être relayée. Il n'y a pas beaucoup de commentaires, il n'y a pas beaucoup de likes. Mais dès que je vais poster une vidéo qui parle des deux rives, qui parle des deux Congos, là, il y a beaucoup de republications, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup... Donc, c'est ce que je te disais un peu tout à l'heure, c'est qu'on a une communauté aussi, je trouve, hein, dans les deux côtés, qui aime beaucoup voilà, les trucs, les enfantillages. Comment on peut faire pour pallier à ce problème-là? Parce que moi, c'est un problème que moi-même, je rencontre aussi quand je fais mes émissions ou ou même dans ma vie de tous les jours, dans mon travail, hein, pas forcément sur le plateau. Ouais. Mais comment on peut faire pour pallier à ça? Bah, moi, j'essaie justement, en tant que créateur de contenu, j'essaie d'être un créateur de contenu assez différent de ce que proposent les autres. Donc, c'est pour ça que des fois, je vais parler d'histoire, des fois, je vais parler de choses qui motivent, des fois, je peux donner des exemples d'autres pays africains aussi, de comment leur mentalité elle est, comment ils font. Il n'y a pas de pays parfait. Chaque communauté va avoir ses forces et ses lacunes. Mais je pense que c'est un travail qu'on a en tant que jeune diaspora sur les réseaux. C'est aussi d'éveiller les autres quand on est éveillé sur quelque chose. Et à force, je pense, d'avoir des sujets de discussion qui peuvent être intéressants, mais qui ne sont pas forcément de la chamaillerie, je pense que ça va amener plus de personnes à avoir une réflexion posée, en fait. D'accord, très bien. J'ai vu que tu avais découvert une communauté Rasta au Congo. Et je vois aussi que toi aussi, tu aimes beaucoup les locks et tout. Qu'est-ce qui t'a... Moi, je connaissais pas du tout. Hein. Je suis Vili de mer, mais je savais même pas qu'on avait ça au Congo. Donc, d'ailleurs, merci parce que tu me l'as fait découvrir. Ah bah, tant mieux, tu vois. Qu'est-ce qui t'a... En fait, comment t'as fait pour découvrir ces personnes-là? Parce que c'est bizarre. Moi, je suis née à Pointe-Noire. Ma famille va souvent au Congo, mais j'en ai jamais entendu parler. Je pense que, en fait, quand on va au Congo, il faut essayer de sortir du tourisme classique. On va dire le tourisme classique, c'est aller voir la famille, Nganda, boisson, petite activité. Mais je trouve que de base, nous, on n'est pas vraiment des bons touristes, les Congolais. Quand on côtoie, par exemple, des Français, des Mundélé et tout ça, on voit que quand ils vont quelque part, ils s'intéressent aussi pas que à la ville, ils vont un peu plus en profondeur. Et je pense que c'est ce chemin-là que j'ai voulu faire. Donc j'ai eu la chance d'avoir une grande cousine qui connaissait bien la zone de Pointe-Noire jusqu'à Luango. Et du coup, en allant à Pointe-Noire, sur la route des gorges du Diosso,
on trouve justement cette communauté Rasta. Donc moi, j'ai vu une affiche avec le drapeau éthiopien, le drapeau de la Jamaïque, il y avait des bijoux Rasta, pas mal de choses. Et du coup, je suis allé à leur rencontre. C'est une communauté qui est très discrète, mais qui commence à se faire connaître de plus en plus. Ça ne serait-ce par des clips musicaux où ils participent, des festivals d'art, etc. J'ai eu l'occasion de discuter avec eux. Mais faut savoir que, voilà, Pointe-Noire, la deuxième ville de la République du Congo, il y avait Luango qui avait un port de débarcation. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'esclaves, on estime à 12 millions le nombre d'esclaves qui ont quitté les côtes de Luango pour être amenés vers l'Amérique du Sud, donc que ce soit les Caraïbes, que ce soit le Brésil, etc. Donc quelque part, c'est une terre qui est pleine d'histoire. Demain, ça pourra être l'île de Gorée. Malheureusement, actuellement, le gouvernement commence petit à petit à faire les choses, mais c'est pas encore assez abouti. Mais je pense que justement, tout ça est lié parce que il y a le Rasta qu'on voit dans les préjugés, voilà, l'Ox, Ganja, tout ça, Djamba, comme on dit communément, mais le Rasta, c'est une idéologie qui est plus poussée que ça. Donc c'est une idéologie qui justement s'intéresse beaucoup aux cultes ancestraux, à la façon de vivre, qui est en harmonie avec la terre, etc. Donc ces gens-là, selon eux, ils étaient tout à fait légitimes d'être Rasta. Okay. Parce qu'ils partagent la même idéologie. Moi, je suis pas Rasta, mais c'est une idéologie que j'aime beaucoup. Ok, d'accord, très bien. En tout cas, c'est très édifiant. N'hésitez pas à aller sur sa page pour que, si vous voulez en savoir plus sur le Congo, sur l'Afrique, un peu de musique, mais bon, on va pas parler de musique aujourd'hui. Moi, il y a quelque chose qui m'a aussi intriguée, c'est que je vois que tu entreprends. Tu entreprends aussi au Congo. On va parler des panneaux solaires. Ouais, des fameux panneaux solaires. Je vois que tu entreprends aussi, mais qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? Parce que même c'est vrai que voilà, tu m'as dit que tu étais là-bas depuis tout petit, mais c'est ici que tu habites. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie-là d'entreprendre? Ou pourquoi ne pas entreprendre en France, tout simplement? J'ai déjà entrepris en France. En France, j'ai ouvert une société en 2021 qui s'appelle WePlug World. On fait des sites internet, du digital marketing, etc. Donc ça, c'était, on va dire, mon premier pas vers l'entrepreneuriat. Il a commencé ici. Après, bon, je vais remettre encore les lauriers, hein, mais c'est bien de le dire, tu vois, faut honorer ses parents. Je vais remettre les lauriers aussi sur mes parents qui m'ont transmis ce côté-là, qui mon père aussi un peu dans les affaires. Donc, il est souvent amené à envoyer des médicaments en Afrique, etc. Ma mère qui réceptionne du poisson fumé, du poisson salé, ça fout tout, qui conditionne, qui vend. Donc, on a toujours, dans la famille, on a cette vision-là un peu business. Et c'est vrai qu'on prend de l'âge. Et comme tu dis, on vit en France et on se rend compte aussi que la France d'aujourd'hui, malheureusement, n'est plus la France d'hier. La France, elle se dégrade. Il y a de plus en plus d'SDF. Les choses deviennent de plus en plus chères. Ça devient de plus en plus incertain. Et ce que je me dis, c'est que ce que on nous a reproché d'être une faiblesse ou ce qui peut être une difficulté en France, donc d'être d'origine africaine ou d'être français, noir, double nationalité, on peut aussi s'en servir comme une force. Parce que le fait de se dire que ici tout ne va pas comme on souhaite, peut-être que là-bas les choses pourront aller mieux. Et ça, c'est déjà en ayant cette idéologie-là que je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc, le premier retour que j'ai fait 10 ans après, j'ai d'abord analysé, logiquement, donc vacances, j'analyse, je regarde ce qui se fait là-bas. Et c'est là que j'ai commencé justement à m'intéresser à l'entrepreneuriat sur place. Ok. Pourquoi les panneaux solaires? Pourquoi les panneaux solaires? Tout d'abord, j'ai commencé par tâtonner un petit peu. Il y avait l'agriculture. Il y avait l'immobilier aussi, mais c'est vrai que l'immobilier, il faut beaucoup d'argent pour se lancer. Donc voilà, ce que je me suis dit, c'est qu'on a un gros problème au niveau du Congo, des villes comme Brazzaville, Pointe-Noire et même jusqu'à Kinshasa, certaines villes d'Afrique centrale, au niveau d'électricité, dans certains quartiers, c'est encore compliqué. Et j'ai pas vu beaucoup de panneaux solaires. Donc naturellement, par rapport à mon entreprise informatique, j'ai eu à faire un site internet pour quelqu'un qui vendait des panneaux solaires ici. Okay. Donc de là, j'ai fait une étude de marché, je me suis intéressé à la chose. J'ai vu que c'est quelque chose qui pouvait être vraiment avant-gardiste, on va dire, puisqu'il y en a, mais il n'y en a pas énormément.
Donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai fait une étude de marché, j'ai réceptionné de la marchandise et j'ai expédié mon premier conteneur il y a quelques mois maintenant. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que c'est un business qui est quand même assez rentable? Oui, ça reste un business rentable. Après, c'est le fait que je sois pas sur place tout le long du temps. Donc, ça veut dire qu'il faut confier certaines responsabilités à certaines personnes. Et c'est là où ça devient délicat parce que, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ça. Et il faut se dire qu'il y a des différences de mentalité entre notre façon de faire du business ici et la façon de faire du business sur place là-bas. Donc, ça veut dire que c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est vrai que nous, on a un peu ce côté-là colon, je dirais, où on se dit, ah, j'ai une idée, je vais aller en Afrique, je vais faire ça, je vais devenir riche. Sauf que, comme on dit, Rome ne s'est pas construit en 24 heures. Donc, le chemin est long. Mais, voilà, il y a certaines réalités. Mais c'est sur la bonne route. Quels ont été les enjeux, en tout cas, lorsque tu as lancé cette affaire? Les enjeux, déjà, ça va être d'expliquer aux gens sur place comment ça fonctionne, comment ça s'installe, comment ça s'entretient, et de faire comprendre aux gens que réellement, les panneaux solaires, l'énergie renouvelable est une chose qui peut changer leur quotidien, qui peut les rendre indépendants et ne plus dépendre des coupures de courant classiques. Ça, c'était un enjeu. Et après, par la suite, c'est tout ce qui est logistique, je dirais qu'il y a un enjeu parce que voilà, les douanes en Afrique, on sait comment ça se passe, c'est un peu compliqué. Donc voilà, faut casquer, faut envoyer un billet à gauche, à droite, voilà. Donc ça, c'était un peu complexe, mais pas impossible. Ok, donc moi, c'est vraiment le côté logistique qui m'intéressait parce que je sais qu'à la douane, un peu au Congo, je sais qu'il faut donner un billet à gauche, un billet à droite, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain j'ai envie de me lancer dans les panneaux solaires, il va falloir que je puisse soudoyer une personne, c'est ça? C'est pas forcément soudoyer, c'est juste d'avoir les bonnes personnes parce que un port comme le port de Pointe-Noire, beaucoup ne savent pas, mais c'est le port le plus grand d'Afrique centrale. C'est le port en eau profonde international le plus grand. Donc il y a vraiment beaucoup de cargos qui rentrent là-bas tous les jours, beaucoup de marchandises. C'est vraiment une plaque tournante en termes de port maritime. Si vous regardez les chiffres, Internet est le meilleur des alliés pour ça. Vous verrez que les marchandises qui rentrent à Pointe-Noire ne sont pas que destinées à la République du Congo. C'est acheminé parfois jusqu'à Matadi, parfois jusqu'au nord de l'Angola et même au Gabon proche. Donc ça veut dire que c'est vraiment une plaque tournante. Donc qui dit plaque tournante dit qu'il faut avoir les bons contacts pour que les choses soient gérées rapidement. Mais par rapport à des anciens avec qui j'ai pu parler, qui étaient eux dans l'import-export, les choses évoluent quand même. Par exemple, maintenant, il n'y a plus de paiement. Quand je dis donner un billet à gauche, à droite, c'est plus quand tu n'es pas sur place pour gérer la logistique de déchargement, etc. Mais tout ce qui va être de frais douaniers, maintenant, c'est payé dans des guichets automatisés. Donc, ça commence à être de plus en plus sécurisé pour éviter toutes sortes d'entourloupes. Mais ça reste quand même assez cher. Et je tiens à souligner que, par exemple, moi, j'ai les deux nationalités, française et congolaise, mais on n'a pas de facilité quand on veut entreprendre dans notre pays. Ok. Donc du coup, on paye plein pot. On paye plein pot. Ok, d'accord. Donc du coup, la double nationalité, ne servira que pour le visa. C'est ça. C'est ça. Bon, c'est déjà bien parce que franchement, ne pas faire la queue à l'ambassade, ça c'est déjà bien. Après, je pense que les choses sont sur le bon élan. Les choses sont sur une bonne voie parce que petit à petit, les mentalités changent aussi et je pense qu'ils commencent à se rendre compte qu'ils ont une jeunesse, ils ont une diaspora qui est forte et la chance de grandir ici, c'est qu'on a été amené à être avec des personnes de différents horizons. Moi, en côtoyant des Arabes, c'est avec eux que j'ai appris le business sur certaines choses. Donc ça, c'est une grande force qu'on a en France. Il faut s'en rendre compte aussi, c'est que le fait d'être avec différentes communautés, on peut apprendre de beaucoup. Et ça, c'est un peu ce qui me force. Du coup, comme je te disais, le fait de grandir en France, on s'en rend pas compte à quel point c'est une force parce qu'on côtoie des gens de différents horizons, que ça peut être du Maghreb, ça peut être des Antillais, ça peut être des Asiatiques, des Français, des gens de partout. Et ça, c'est une énorme richesse parce que dans le business, ça, c'est une force d'avoir la vision de ce que font les autres
bah, on en apprend beaucoup. Et on prend le positif un peu, c'est chacun, et c'est des choses qu'on peut reproduire chez nous. Ok, d'accord, très bien. Je pense que je suis d'accord avec toi. Hein. Je pense qu'on a je pense que je te comprends. Parce que moi aussi, j'ai grandi en France, donc je suis totalement d'accord avec toi. Pour une personne qui veut se lancer, quels sont les secteurs que tu peux conseiller? Les secteurs, ils sont nombreux. Moi, ce que j'aime dire, souvent, que j'aime répéter, ce qui est bien, c'est que chez nous, il y a tout à faire. Parce qu'il y a énormément de commerces, de business qui ont été négligés. Donc déjà, nous, on est un pays, en termes d'agriculture, qui produit pas énormément. Par exemple, si on voit le Cameroun à côté, et quand tu achètes des safous, tu achètes certains aliments qu'on mange, nous, quotidiennement, ça vient de chez eux. Donc déjà, de voir ça en Europe, dans plusieurs pays d'Europe, tu constateras que ça vient beaucoup du Cameroun. Et en termes de fertilité de la terre, il n'y a rien qui change vraiment. Donc je pense que l'agriculture, c'est vraiment une très très bonne chose à faire. Après, il y a aussi la pisciculture, tout ce qui va être de l'élevage de poissons, ça c'est pas mal. Il y a aussi tous les services qui sont liés à la beauté, parce que on sait que le Congolais ou la femme congolaise aime prendre soin de soi. Donc ça aussi c'est pas mal. Il y a l'immobilier qui est très porteur. Je ne conseillerais pas les panneaux solaires parce que c'est mon domaine, mais non, sérieusement, il y a aussi l'énergie verte qui est intéressante. Et vraiment, je trouve qu'il y a tout à faire pour moi. Et pour moi, il y a énormément à faire. Mais pour une personne qui est comme moi, qui vit en Occident, parce que moi, je vis entre deux pays, qu'est-ce que je peux pouvoir gérer à distance? Moi, dans un premier cas, pour prendre, pour exemple, mon propre cas avec les panneaux solaires, le container, l'installation, gérer tout ça à distance. Aussi, je gère, on a une résidence de famille sur Brazzaville qui est dispatchée en plusieurs appartements et c'est moi qui est en charge de la gestion locative. C'est vrai que quand vous n'êtes pas sur place, c'est compliqué. Donc moi, déjà, le premier conseil que je donnerais avant tout, c'est d'aller sur place. Parce que à distance, malheureusement, on n'arrive pas à grand-chose. Donc, dans un premier temps, il faut aller sur place. Je pense prendre au moins une quinzaine de jours, voire un mois, pour bien faire l'étude de marché. Parce qu'en Europe, comme tout est... il y a un fonctionnement qui est assez méthodique, on va dire. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, tu cherches comment ouvrir un restaurant, tu vas sur Internet, tu auras toute la législation qui va avec. Chez nous, c'est un peu plus complexe. Donc, je pense qu'il faut toujours faire une étude de marché sur place. Et cette étude de marché-là aussi, tu vois, des fois, les gens, tu vas voir te lancer sur quelque chose, ils vont te dire « Ah non, ça là-bas, ça marche pas. Ah non, ça, c'est pas bon. » Mais faire une étude de marché sur place, tu verras que parfois, des choses qu'on t'a dit qui marcheront pas ou qu'on t'a dit qui n'auront pas de débouché, parfois, tu vas voir les choses différemment en étant sur place. Donc, je pense que dans un premier temps, il faut vraiment faire le pas du voyage. Ok, d'accord. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur tout ce qu'on s'est dit? Si j'ai quelque chose à rajouter sur tout ce qu'on s'est dit, arrêtez vos clashs des voisins là. Concentrez-vous sur l'avenir parce que vous vous rendez pas compte à quel point on est une diaspora forte et à quel point l'union peut faire avancer les choses. L'unité, je pense que ça c'est une des choses qu'on nous a pas vraiment appris à nous Congolais, c'est d'être solidaires entre nous. Donc ça c'est important, union, solidarité. Très bien. Ok. Alors, donc, dans Toupira, tout à l'heure, tu nous disais, tu nous parlais du coup des panneaux solaires. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ce que tu m'as dit? Oui, tout à fait. Je tenais à vous dire que ceux qui sont sur Brazzaville, Pointe-Noire, Dolizing, Kayi, Kinshasa et ses environs, qui sont intéressés par l'énergie verte, vous pouvez rentrer en contact avec moi directement sur mon TikTok, Bantou Vision. Vous pouvez me contacter aussi sur WhatsApp, on poste régulièrement des flyers, on a des techniciens sur place pour vos devis. Et voilà, ceux qui veulent plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'installation, que ce soit pour des commerces, que ce soit pour des domiciles, on vous fait un devis sur mesure. Et croyez-moi, l'énergie solaire, c'est vraiment l'avenir. D'accord, très bien. Merci à toi en tout cas. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup. Merci pour toutes les questions que tu as répondues avec toute la sincérité que tu peux avoir dans ton âme. Franchement, je parle avec le cœur. Voilà. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous. Pour les likes, merci pour les partages. Et n'hésitez pas à suivre Bantou Vision sur son TikTok
Et pour les panneaux solaires, n'hésitez pas aussi à lui envoyer un petit message. Et à très bientôt sur le plateau de Zone Bleue. Au revoir. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne avec Miguel et Matou, ce